Cotonou, la grande métropole du Bénin, s'anime. Un événement quasi inespéré s'y déroule. C'est tout le Bénin, d'Abomey à Ouidah, de Cotonou à Parakou, qui s'est paré à l'effigie des sculptures anthropozoomorphes représentant les souverains du royaume du Dahomey. De 1818 à 1894, Guézo, Glélé et Gberanzi. Mole maboda numi mina do fiero kizu home fiero bekana inungo umedi medi we infiho suo haumana home kale bisese baho amusu foli we ipunugao waboka kwechebio gawe awanu wabo juba agowe menwe eno yalo samujigala ezinvalua chef sécurité fitone tovene. Dans les jardins de la Marina, le palais présidentiel du Bénin s'organise la cérémonie officielle d'accueil des 26 trésors royaux emportés par les troupes françaises lors de la sanglante guerre coloniale les ayant opposés à l'armée du roi Gberanzi en 1892. Un événement historique qui donne un contenu concret au concept prôné par le chef de l'État béninois lors de son accession au pouvoir en 2016, le nouveau départ. Je suis dévasté par l'émotion. Ça a commencé hier en terre française. J'ai souvent dit que je mesurais combien j'ai de la chance. J'ai souvent dit que nos succès relèvent de notre mérite commun. Et l'événement d'aujourd'hui en est une preuve. Tout ce que, depuis quelque temps, nous nous engageons à réaliser, nous y parvenons. Je crois que c'est simplement le signe de notre renaissance. Et donc, les nous, des yovole bessimisi, pour ça il est nous les ne wa kwene. Les ne ka chigbelo la metomeji. Ale chi la chemeyo. E ku si hudo. Adu sukle pon. Adu do yin pon. Le do chi ene. Le chi la me chi ti et vivre town. Why quit you? Now what, Dali Tonji? One Java Dali Tonji? Let be way go bay. We go to Canton Jaggy. Or never waiting. You got your bully a boy.
nous avons le bonheur de vivre cette bénédiction-là. Des ancêtres partis depuis 129 ans qui rentrent et c'est devenu intemporel. 129 ans après le pillage des palais royaux d'Abomey et l'embarquement vers l'Hexagone de ces objets considérés comme des butins de guerre, les représentations des 3 derniers souverains précoloniaux d'Abomey rentrent au bercail avec quelques artefacts. C'est le retour des rois. Je considère cet événement du 10 novembre 2021 comme un véritable événement de renaissance. Pourquoi? Parce que la culture est l'âme d'un peuple. À un peuple, vous le laissez dans sa culture, se développer dans sa culture, avoir la mainmise, le contrôle de sa culture. Et là, il va s'épanouir, se développer dans tous les domaines. C'est un jour d'allégresse. C'est un jour de fierté nationale. C'est un jour qui glorifie la grandeur du Bénin. Des œuvres du royaume du Dahomey pillées par le colonisateur français, je les ai vues la première fois en 1973 à Paris. J'étais arrivé en France en décembre 1972, donc c'était pour commencer mes études en licence d'histoire. Mais la première fois que j'ai vu ces œuvres, j'ai versé des larmes. Le frisson que j'avais, l'émerveillement que j'avais devant ces réalisations et en même temps l'amertume que j'éprouvais que ces trésors royaux aient été enlevés d'Abomey. Ça m'a fait couler des larmes. Moi, j'avais pas entendu parler de ces œuvres voilà, dans mon cursus scolaire en Haïti. Même les œuvres haïtiennes qui sont au Quai Branly, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Au Bénin, on m'avait pas dit, quand j'étais au royaume de Dahomey, on m'avait pas dit que les œuvres ont été emportées par tel colonisateur, elles se trouvent à tel endroit. On m'avait pas expliqué ça comme ça. En tant que descendant africain, on va dire direct, de sang et de chair, et si j'allais pas au Bénin et j'avais entendu qu'il existait autant d'objets, voilà, de patrimoine, voilà, qui ont autant d'importance pour les Africains eux-mêmes, c'est sûr que j'allais avoir cette envie-là, voilà, d'aller au Bénin pour aller regarder, tu vois, pour aller voir, voilà, et ces œuvres, et leur sens, qui pourrait peut-être me nourrir par la suite. Nous avons vu le retour de ces œuvres qui sont parties il y a plus de 100 ans, revenir et exposer. Et le monde entier a commencé par l'admirer. Nous l'avons admiré puisque c'est des œuvres que nous n'avons jamais vues. On n'était pas encore nés quand ces œuvres étaient ici à Dahomey. Et le colonisateur les avait emportées. Nous sommes partis voir ces œuvres. Et nous avons dit que toutes les bénédictions de nos anciens rois, qu'elles tomberont sur le chef de l'État. Parce que beaucoup de présidents ont essayé, ont tenté, mais ils n'ont pas pu. Et aujourd'hui, le président Talon a pu ramener ces œuvres-là. Nous lui disons merci. Je ne suis pas celui qui, le tout premier,
a réclamé, exigé et entamé des actions à cet effet. Je crois que déjà depuis 1965, des écrivains africains, notamment Dahomey, ont lancé ce cri de cœur pour le retour de notre patrimoine mémoriel, le temps de la colonisation et la domination étant passé. La restitution des trésors coloniaux est un enjeu essentiel. Il faut savoir que 95% des trésors africains sont en dehors de l'Afrique. Ils sont au musée du Quai Branly au Louvre en France, au British Museum en Angleterre, au Tervuren Museum à Bruxelles, etc., etc. Partout, sauf en Afrique. C'est évidemment une situation qui résulte de l'histoire coloniale. Vous avez fait comme si ce fruit de la restitution était arrivé à maturité. Vous avez réussi quelque chose que jamais personne n'a réussi dans l'histoire des spoliations artistiques. Normalement, c'est des hommes en armes qui reviennent prendre leurs œuvres. Quand on pense à l'imagination des restitutions dans l'Afrique au lendemain des indépendances, quand on pense au roman ou à l'autobiographie de Wole Soyinka, le prix Nobel de littérature, il imagine, lui, une scène où il dit à son gouvernement nigérian dans les années 70, écoutez, ça ne sert à rien de négocier avec la Grande-Bretagne, on n'y arrivera jamais, il faut envoyer un commando armé, et moi je serai le chef du commando. C'est ce que disait un prix Nobel de littérature dans les années 70. Tous les films Hollywood qui montrent des restitutions dans la violence, avec de la police, des armes. Pour ceux d'entre vous qui ont vu Black Panther, ça finit dans le sang, une conservatrice de musée meurt empoisonnée par terre, etc. Ce que vous avez réussi, c'est quelque chose qui n'est pas de la fiction, qui est de la réalité. Avant 2016, il y avait déjà des tentatives. Il y avait tout le travail qui a été fait par le professeur Aoyo et son ONG pour le retour des biens. Et chaque fois, ça a toujours été un niet. Il y a eu également quand l'Antillais est venu ici et que il a mis la pression pour que le Bénin puisse bouger. Et à l'époque, le président Soglo et lui ont même écrit un article qui est apparu dans Le Monde pour demander la restitution des biens. Ça n'a donné aucun résultat. Bien que la réparation soit une question générale, la restitution, qui est un point particulier, c'est un point très visible. Beaucoup de gens disent que la réparation, c'est abstrait, mais les objets qui ont été volés, ils sont concrets. Ce n'est pas le passé seulement, c'est le présent, ils sont dans les musées. Donc on peut les voir. Voilà pourquoi le 10 décembre 2013, date internationale des droits de l'homme, j'ai publié avec le président Soglo une tribune à la fois en France, dans le monde, et dans la nation au Bénin, pour dire que ces objets doivent être restitués. Aussitôt, bien sûr, nous avons élargi la campagne à nos partenaires, le prince Guézo, par exemple, qui nous a beaucoup soutenus dès le début, par exemple, Laurent Toneglikes, le président du Grand Bénin, par exemple, M. Dacosta, qui est aussi dans le Conseil des Béninois de l'extérieur. Toutes ces personnes nous ont rapidement soutenus et nous avons fait des démarches. Nous avons fait des démarches à la fois au Bénin et en France. Alors, en France, par exemple, nous avons contacté Madame Le Gall, qui était à l'époque la conseillère du président Hollande, et qui nous a dit non, 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 ces objets, ils ne sont pas du Bénin. Alors apparemment, ils ont dû être faits à Versailles, c'est étonnant, je ne sais pas exactement. Enfin bon, c'était une lettre totalement ridicule. Bon. Et puis nous sommes allés voir aussi au Bénin, je me suis rendu sur place 2 fois, justement avec tous les amis qui m'ont permis de rencontrer le roi d'Abomey, le regretté Agoli Agbo, qui nous a dit, mais oui, bien sûr, c'est ma famille qui a été ainsi spoliée, et je veux que ces objets reviennent, mais pas pour ma famille personnellement,
mais pour mon pays, pour mon peuple. Et donc, nous avons travaillé avec le roi d'Abomey. Nous sommes allés voir le président Yahi Boni. À l'époque, il n'a pas voulu se prononcer, mais ensuite, le président Talon a avancé. Nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères, M. Agbenansi. Nous avons rencontré le ministre de la Justice, le ministre de la Culture. Je suis allé 2 fois sur place, donc nous avons rencontré vraiment beaucoup de gens. Nous avons écrit et la décision du Conseil des ministres a été prise, si je me rappelle bien, en 2017. Et lors de cette rencontre, une décision officielle a été prise, disant d'ailleurs, on s'appuie sur le droit de l'UNESCO, sur la campagne qui a été menée par le CRAN, sur la tribune qui a été publiée par le président Soglo et Louis-Georges Jotin, donc moi-même. Et donc c'est tout cela qui a permis de créer la dynamique. Vous voyez, c'est un travail d'équipe. Et puis nous avons aussi fait pression sur M. Macron quand il a été élu, en disant, vous pensez que c'est compliqué de restituer? Vous allez découvrir que c'est encore plus compliqué de ne pas le faire. Les démarches qui ont été entreprises pour étayer nos propos en légitimité, parce que qui dit légitimité dit vous avez les preuves de ce que vous dites. Il s'est avéré que l'intervention du CRAN avec son président Louis-Georges Jotin, qui a fait une réclamation du patrimoine béninois comme les biens mal acquis. Eux, ils ont insisté sur l'idée des biens mal acquis pour choquer l'État français. Donc, en disant ça, la France a répondu de façon violente aussi en disant vous êtes des sujets français, des ressortissants français. Donc, vous avez la nationalité française et vous n'avez aucun lien de parenté avec ce patrimoine-là. Donc, en tant que ressortissant français et n'ayant aucun lien direct avec ce patrimoine, vous n'êtes pas légitime pour réclamer ce bien. Donc, ça change tout. Donc, pour qu'ils fassent appel, il leur fallait une personne qui soit en légitimité, qui soit descendant des rois. Et c'est à ce titre-là que moi, j'interviens. Voilà la lettre-réponse qui date de le 26 juin 2015. Voilà. République, présidence de la République, la conseillère Afrique. D'accord? Donc, c'est vraiment l'authenticité du courrier. Elle dit ensuite, je vous informe que les objets auxquels vous faites référence, notamment ceux que conserve actuellement le musée du Quai Branly, sont entrés dans les collections nationales de manière régulière. À Nantes, premier port français de la traite négrière au XVIIIe siècle, où se dressent encore des hôtels particuliers de négriers et le mémorial de l'abolition de l'esclavage, les associations panafricaines n'ont pas été en reste du combat pour la restitution du patrimoine africain et celui béninois en particulier. Nous, à Nantes, nous avons ouvert un programme qu'on a appelé Atelier Histoire, Mémoire, Patrimoine, qui a permis de faire des recherches sur la part africaine du patrimoine nantais. On a démarré ça en 2011 et c'est à ce moment-là qu'on découvre dans le patrimoine africain de Nantes les différents types de patrimoine, le patrimoine introduit, le patrimoine produit et puis également le patrimoine induit comme l'architecture ou les archives. Et c'est là qu'on découvre l'importance du Bénin. Il y a 2 pays qui ont un patrimoine quasi complet à Nantes. Il y a l'Algérie et le Bénin. Donc, à partir du moment où on a donc découvert cette importance du Bénin, eh bien, il fallait creuser davantage. Ça nous a permis de travailler sur le plan culturel. Et ça nous a aussi permis, mine de rien, de travailler sur notre contribution à l'international. Donc, voilà comment nous arrivons sur les questions de restitution. En 2017, aux Journées européennes du patrimoine, on a créé une manifestation appelée Bénin Patrimoine. Et entre-temps, nous étions entrés en contact avec le gouvernement béninois
Et on a donc établi une relation de confiance avec le ministère de la Culture du Bénin. Ça a été un événement qui nous a aussi permis de travailler avec les acteurs locaux, dont les collectionneurs privés, l'Église catholique, qui est après l'État, c'est le deuxième propriétaire, je dirais, institutionnel de patrimoine africain. Bref, on avait repéré une dizaine d'établissements où se trouvaient les biens de l'Afrique, dont en grande partie du Bénin. Il est clair qu'il y a eu différents types de pression, mais la pression du président Talon est une pression lente et forte. Le président n'a pas voulu d'une pression insultante, de cris, non. C'est pour ça qu'il a demandé que soit mis sur pied un comité de coopération muséale et patrimoniale entre le Bénin et la France. Et deuxièmement, c'était très bien que ce soit le moment où le président Macron soit au pouvoir. Après une première demande de restitution formulée par le gouvernement béninois en 2016, demande rejetée par le gouvernement français avec à sa tête François Hollande, l'arrivée au pouvoir, un an plus tard, d'Emmanuel Macron changera la donne. Le phénomène, c'est que Macron ne fait pas partie de la génération des colons, des colonialistes, des gens qui sont nés à cette époque-là et qui gardent dans leur tête un héritage que Macron ne considère pas comme étant le sien. Et nous avons eu également la chance que Macron, qui est un ancien étudiant de l'École nationale d'administration, ait demandé à faire son stage au musée, à l'ambassade française à Lagos. Ce qui fait que les week-ends, ça lui a donné la possibilité de traverser et de venir voir le côté béninois, de visiter les musées, etc. Avant même qu'il ne soit président, il y avait déjà des liens entre Macron et le Bénin. Et par conséquent, quand le ministre des Affaires étrangères, Agbenossi, va écrire sa lettre, qui sera rejetée une première fois par le ministre des Affaires étrangères de Hollande, mais quand il va encore insister, et en ce moment-là, c'est déjà Macron qui est au pouvoir, il y a une nette évolution. Et c'est le fameux discours de Ouagadougou, du président Macron, qui dit qu'il faut faire quelque chose, il faut absolument que l'Afrique retrouve un peu sa respiration artistique, etc. Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Le discours de Ouagadougou, nous ne savions pas qu'ils étaient en train de préparer le voyage de Ouagadougou et que les éléments qu'ils nous demandaient étaient fondamentaux par rapport à leur projet. Donc, le discours de Ouagadougou a donc été pour nous une demi-surprise, parce qu'on ne s'imaginait pas être entendu aussitôt. Et en même temps, parce que son projet était beaucoup plus vaste que notre petite approche, je dirais, partisane. Et les résultats de ce travail sont donc envoyés à l'État, qui nous demande ensuite des précisions. Et vous vous en doutez, on n'a pas hésité à donner notre point de vue, à donner des arguments, y compris même menaçants,
sur le plan juridique, et on aboutit donc au discours de Ouagadougou. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Une fois que le Bénin a mis en place le comité de coopération patrimoniale et muséale France-Bénin, comme moi je préside, de l'autre côté, le président Macron va mettre en place le comité Savoie-Sarr pour leur dire, étudiez-moi cette question-là et donnez-moi des idées, qu'est-ce qu'il faut faire sur la question de la restitution, sur est-ce que c'est provisoire, est-ce que c'est à travers les expositions simples, etc. Ouvrez le débat. Et ça a été très bien. On a vu donc le résultat, ce que les Sarr et Savoie ont pu donner. Et concernant le Bénin, eux, ils ont dit tout de suite, il faut restituer 10 œuvres au Bénin. Et quand Macron va recevoir 10 œuvres, y compris le dieu Gou, et ainsi que les objets du Fa, du vieux Guédégué. Et quand Macron va répondre, Macron va dire non, nous allons rendre 26 œuvres, mais sans le dieu Gou et sans les œuvres, les instruments du Fa, du Bokono Guédégué. Et le Bokono, par hasard, c'est un des grands-parents du président Talon. Et il était clair que, d'un côté, nous avions réussi à obtenir quelque chose. On ne nous a pas demandé, voici les choix, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Et de deux, le Bénin, de son côté, a dit, il s'agit de coopération. Nous allons prendre d'abord ce qui vient et nous verrons par la suite. Le cadre juridique entourant les patrimoines conservés dans les musées français prévoit que les biens publics sont inaliénables et imprescriptibles, ce qui traduit que ces biens ne peuvent changer de propriétaire quelles que soient les circonstances de leur acquisition. Le transfert de propriété n'étant possible qu'après la prise d'une loi dérogeant à l'inaliénabilité des collections, en juin 2020, le gouvernement français introduit un projet de loi de cet ordre. Le 17 décembre 2020, la loi est adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale française. Elle est aussitôt promulguée par le président Emmanuel Macron le 24 décembre 2020. La France a choisi de régler un problème franco-français parce qu'en allant dans son Parlement, elle évite les négociations internationales. Et en tant qu'étrangers, pour la plupart d'entre nous, ou alors ceux qui ne sont pas dans le jeu parlementaire, il y a des règles pour intervenir au Parlement. Vous n'allez pas aller à l'Assemblée, c'est des députés, c'est des sénateurs qui sont élus pour représenter le peuple français. Même si vous êtes citoyen français, vous expliquez. Donc, c'était une affaire fermée. Et donc, nous ne pouvions pas nous faire entendre de façon, je dirais, verbale. On a pu le faire à travers nos écrits. La deuxième raison, c'était qu'en tant que panafricaniste, on ne peut pas aller donner des ordres ou influencer un parlement étranger, fût-il celui de l'ancien colon. Souvenez-vous, 2020, c'était quand même l'année des coloniales, sur les 60 ans des indépendances.
Donc nous avons donc respecté la souveraineté française en disant clairement que demain, il ne faut pas que la France aille aussi intervenir dans les affaires du Parlement camerounais, béninois et autres. Et une autre raison était beaucoup plus stratégique. Vous comprenez qu'il y a des liens qui nous unissent avec le gouvernement béninois, qui était déjà avec le gouvernement sénégalais aussi, mais qui était beaucoup plus distant, qui était déjà engagé dans une logique plutôt de coopération. Les envoyés spéciaux du Cap Stanley sont arrivés ici avec les photos de ces objets-là, qui n'avaient pas de légende. J'ai essayé de les légender. C'était un beau plaisir pour eux-mêmes. Donc après la légende, nous avons la grande chance d'avoir l'actuel président de la République, Patrice Talon, qui a voulu le retour de ces biens-là. Et par bonheur, les biens sont arrivés. Nous sommes très contents. Ce n'est pas nous sommes même, c'est le peuple du Bénin qui est content, tous les Béninois, sans exception. Entre-temps, c'est le rapport Savoy-Sarr commandé par le même Emmanuel Macron qui accéléra sa volonté de restitution du patrimoine réclamé par le Bénin. Ce qui nous a aidés, ce qui nous a accompagnés, Felwine et moi, dans notre travail, c'était d'imaginer que ces pièces-là, en fait, ce sont elles qui nous regardent. Elles sont là depuis 150 ans et plus, elles sont anciennes. Elles ont survécu à des générations d'humains. Nous autres, nous mourrons tous les 70 ans. Et elles nous regardent. Alors l'objectif, c'est d'être à la fois de bons descendants, de bien s'occuper d'elles, mais d'être aussi de bons aïeux, et de faire en sorte que ceux qui arriveront après nous puissent aussi être regardés par elles. Ma passion pour l'histoire de mes familles et l'histoire du Bénin et l'histoire africaine m'ont poussé, m'ont mené, de par ma vie en Europe depuis à peu près 40 ans, m'ont amené à me poser la question sur notre place en tant que société dans le monde. Et j'ai toujours été choqué de savoir que partout où on va, on pose problème. Mais les problèmes qu'on pose, c'est que soit on nous aime, soit on nous déteste. Et en règle générale, on nous déteste plus qu'on nous aime. Donc c'est des projections, c'est des a priori. Et étant arrivé enfant en France, la question que je me suis toujours posée, c'est qu'avons-nous fait pour que notre identité soit presque capturée. Et c'est très important qu'on reconstruise nos imaginaires. Il faut savoir comprendre, écouter et se dire que le monde est pluriel. Il y a une expression qui dit que le sel de la vie, c'est nos disputes. Si nous ne nous disputons pas, nous ne connaissons pas le tempérament, le caractère de l'homme. Et c'est ça qui fait que nous sommes des sociétés du vitalisme. Le marché de Rondoto, c'est le nom du roi de Savane, qui avait dit qu'il était plus puissant que le roi d'Abomey. Et lui, il a dit que non seulement je mettrai sur un pic. Et donc, c'est pour marquer sa puissance qu'il a mis le crâne. Donc, ce n'est pas pour ça
ça a un caractère métaphysique. Donc, on ne peut pas le voir avec notre Mais donc, du coup, bagage. ça c'est pas sur le trône, en fait. Oui, mais c'est fait aussi. C'est-à-dire que c'est là où vous voyez la force de nos artisans. Lorsque vous cherchez vos repères, vous avez déjà toutes les bases. Rangées. Voilà. Et donc, elle crée les minots ou agoji. Les minots ou agoji, c'est le nom qu'on donne, traduit en français par Amazon. Comment on dit en... Minot ou agoji. Agoji. Voilà. Vous voyez, ces trônes-là, il en manque deux. C'est le trône de Nabucodonosor, enfin 3. Le trône de Nabucodonosor a brûlé au Brésil en 2018. Et ces portes ont été trouvées par l'armée française déterrées, puisqu'ils cherchaient les armes, les munitions en priorité. Et donc en creusant, notamment au niveau à proximité des palais royaux, ils ont trouvé ces portes qui sont avec des motifs sculptés, appliqués en fait sur bois. Et là, vous retrouvez le caméléon, le Aido-Wado et le serpent qui constitue le dieu de la richesse et de la fertilité. À côté, vous retrouvez des récades qui sont des sceaux royaux qui attestent de l'authenticité du message envoyé par le roi. Et ensuite, vous avez les goubassa qui sont des armes de guerre, etc., les fusils, toute arme qui était utilisée par l'armée du Dahomey. C'est pareil ici, vous retrouvez, en plus de ces iconographies, en plus de ces sculptures, vous retrouvez ici le symbole du roi Glélé. Au fait, les symboles étaient des éléments assez forts de ce royaume. Pour le roi Glélé, vous avez le lion. Tantôt, nous avions parlé de Béhanzin avec le requin ou l'œuf tenu par deux mains. Ici, nous retrouvons le père de Béhanzin, Glélé, avec le lion. Vous retrouvez le chien ici de Pengla, etc., etc. Et c'est pareil également pour la dernière porte. Et ce sont des symboles très forts qui constituent des documents de lecture de l'histoire du royaume du Dahomey. Des portes qui sont les portes réelles du royaume. Ce n'est pas des dessins, c'est des conceptions, c'est des œuvres. C'est pour ça que nous parlons d'œuvres ancestrales. Quand vous voyez le mérite qui y est, vous ne doutez plus de votre capacité de réussir des choses dans cette vie. Vous avez un tabouret à 3 pieds qui est entré. Pendant longtemps, ce tabouret, nous le voyions dans l'art ivoirien, l'artisanat ivoirien. On disait, voilà, c'est du... Voilà que l'Afrique entière se retrouve autour de ces symboles, de ces vérités. C'est cataclé, donc c'est comme ça que se nomment ces tabourets. Vous verrez sur l'assise, on a des gravures, des signes qui sont gravés dont on n'a pas pu avoir l'interprétation. Donc pouvaient être utilisés pour l'intronisation du roi, pour le roi pour poser ses pieds, ou pour les chefs de collectivité. Donc c'est un objet symbole en fait de leur pouvoir au sein de leur famille. Donc Dodds prend cet objet, mais on ne sait pas où il l'a trouvé, si c'était lié au roi, si c'était lié à un chef de collectivité. On n'a malheureusement aucune information. Des œuvres qui sont arrivées, celles qui ont indubitablement un sens religieux au fond. Ce sont les assins. Ces hôtels portatifs que vous voyez. Parce que les assins sont la manifestation, la matérialisation de la croyance profonde
des peuples du Dahomey et du Bénin en général en l'existence post-mortem, c'est-à-dire la croyance en l'existence d'une vie après la mort. Le Hassin vous permet de vénérer les vôtres. Ceux-là, nous n'avons pas d'autres sépultures quelque part au cimetière pour eux. Non, il n'y a pas de ça. Mais nous avons ce symbole. Et vous voyez, on les agence quand vous allez à un hôtel des Hassins. C'est quelque chose de très fort. Nous avons grandi avec ça. Ça existe toujours partout chez nous, en famille, chez nos parents. C'est sur ces Hassins-là que offrande est faite aux morts. Parce que puisqu'on est absolument convaincu qu'ils revivent dans le monde des ancêtres et des dieux tutélaires, ils doivent continuer à manger. Donc, on leur donne à manger sur ces Hassins. Nous avons cherché dans les accumulations extérieures, le béton, dans la rue, les fêtes, les trucs venus de partout ailleurs, alors que le besoin qu'on a que ce qui revienne de cet ailleurs, c'est les ancêtres. Nous avons cherché, nous avons répandu dehors des cérémonies qui n'étaient plus symboliques. Alors que le Hassin vous permet de vénérer les vôtres. Et voilà Hassin qui revient. Et puis, vous avez aussi les cannes de commandement, on appelle manko, c'est-à-dire c'est qui ordonne. Vous avez ensuite les trônes. Parce que quand vous voyez les gens se tenir à côté des trônes, vous voyez que c'est hauteur d'homme. Et ça, c'est des cimiers. Les cimiers, c'est ceux qu'on travaille dans une même pièce de bois. On découpe dedans, donc vous voyez la sculpture découpée dedans. C'est du fait main, mais quand vous regardez deux côtés d'un même trône, c'est identique. Vous voyez leur beauté. C'est phénoménal. Et figurez-vous, il n'y a absolument rien de collé dans ces œuvres. Ces trônes que vous voyez comment le trône de Guézo, c'est géant. Vous voyez le trône de Cléret. Il n'y a pas de morceaux collés. Chaque trône a été réalisé dans un tronc d'arbre entier, tel quel. Avec, si vous regardez de près, la symétrie des éléments géométriques est formidable. Vous avez l'impression que ce sont des choses qui sont réalisées avec la mise en œuvre aujourd'hui des systèmes d'information technologiques les plus affinés. Cette tenue vestimentaire que nous avons vue, c'est-à-dire le tchanka et le dashigi, là, c'est la dignité. D'abord, quand vous voyez la tenue, sa simplicité, mais en même temps la créativité qu'il y a dedans, pensez que ça a été embarqué depuis 130 ans. Donc, vous voyez bien qu'il y a de quoi être fier de ça. Quand vous regardez ce textile, vous voyez, nous disions, ah, c'est un modèle ghanéen, ça. Ah, c'est un modèle Agni ivoirien. Ah, c'est un modèle de tel. Et vous voyez,
nos ancêtres portaient exactement la même chose. C'est l'unité de l'Afrique, ça. Et cette même tenue, quand vous comprenez que les esclaves ont été embarqués nus pendant des dizaines d'années, des centaines d'années, des milliers d'années, parce que ça continue, hein, vous savez, par le ventre de l'Atlantique, la Méditerranée, les murs de Lampedusa, ça continue. Et alors, vous vous dites, voilà qu'on se rhabille, voilà qu'on recouvre à nouveau notre dignité, voilà qu'on habille notre nudité. Et ça, vous voyez, les éléments sont importants. Je dis, le chef de l'État a dit, vous voyez, si je devais choisir, je ne sais pas ce que j'aurais choisi. J'aurais tout demandé de toute manière. Les autres ont choisi. Ils ne croyaient pas si bien faire. Parce que les ancêtres qui ont décidé de venir en avant, en éclaireur, ne sont pas venus au hasard. Les portes sont entrées. L'habit qui soigne la nudité, le corps est entré. La calebasse qui porte souvent le phare, l'esprit des ancêtres aussi, pas mal d'éléments dans nos traditions, et qui sert à boire l'eau, et dans laquelle nous mangeons, est rentrée. C'est-à-dire que la scène est au complet. La scène qui est rentrée est au complet. À Ouidah, cité historique et touristique du Bénin, la restitution des trésors royaux est une excellente nouvelle. Modeste Zinsou, le conservateur du site du Temple des Pitons, fait d'ores et déjà une place de choix aux trésors royaux qui bientôt vont transiter par cet ancien port négrier. Autrefois, porte d'entrée avancée sur le territoire du royaume du Dahomey. Depuis tout petit, on en a tellement entendu parler. On a rêvé plusieurs fois de l'avoir. Mais aujourd'hui, grâce à notre politique, grâce au chef de l'État béninois, grâce à la diplomatie béninoise, on l'a eu. Donc d'abord, en tant que Béninois, c'est une fierté d'être Béninois. Et puis, l'autre chose aussi, c'est comme on dit, vous perdez quelque chose d'important, d'historique, de mystique, et qu'après des années, vous retrouvez cela. Ça fait forcément du baume, ça donne forcément du baume au cœur. Et la question, c'est, d'accord, on l'a reçu, mais comment l'entretenir? Ça, c'est très important. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement béninois, avec tout ce qu'il est en train de mettre en place, on peut sortir la main et dire, ils sont prêts à le faire. On est prêt à le faire. Parce que ce n'est pas que le gouvernement, c'est tout le monde. Donc aujourd'hui, cette nouvelle génération, c'est toute une chance pour lui de revivre l'histoire des rois, de voir par exemple le trône du roi Guézo, beaucoup d'autres choses en fait qui seront présentées. En plus, Ouidah, ce sera l'apothéose que ce nouveau musée, le seul fort véritablement qui a existé à Ouidah, parce que quand on parle des forts, il y a eu beaucoup de forts, il y en a 5, mais les autres c'était des factories. Il n'y a que le fort portugais qui a été gardé véritablement comme fort. Et ces œuvres vont s'installer là. C'est un sentiment de fierté. Et comme j'ai dit pour la nouvelle génération, c'est un ouf de soulagement. Parce qu'on en a vraiment besoin. C'est l'histoire qui est partie et qui revient et qui nous permettra beaucoup plus de nous ressourcer, beaucoup plus. La ville de Ouidah bénéficie d'un investissement adéquat de la part du gouvernement. L'ancien site du fort portugais fait sa mue pour l'accueil des trésors royaux restitués. Une exposition temporaire est en vue. Bonjour, soyez les bienvenus. Je m'appelle Rongweme Office et je suis le directeur des travaux du projet de réhabilitation du fort portugais à Ouidah, la première phase. Là, nous sommes déjà dans l'emprise du projet et ici, c'est l'infrastructure que nous appelons la gradine, qui est constituée d'un escalier réalisé complètement en béton armé mais revêtu en bois, avec des mains courantes également en bois. Et c'est une entrée
pour les touristes qui seront appelés à visiter le fort portugais. Donc, comme vous pouvez déjà le voir, cette gradine-là, qui est constituée de marches avec des paliers, débouche sur l'esplanade principale du fort portugais. Et donc ici, je dois vous apprendre que le projet est compartimenté en réalité. Donc là, nous sommes encore à l'extérieur de l'enceinte du fort. Et donc, à l'extérieur, nous avons tout un lot d'infrastructures pour l'aménagement paysager. Donc ici, principalement sur l'esplanade principale, vous avez, disons, un aménagement paysager constitué d'allées pour les piétons, avec des bancs publics pour les visiteurs qui vont arriver, et des plantations de part et d'autres de cette allée-là pour agrémenter le paysage. Donc en gros, voilà ce qui se trouve sur l'esplanade principale. Donc dans ce paysage-là, il y a déjà un premier élément vraiment historique qu'il faut remarquer, c'est la croix portugaise. À ce qu'il paraîtrait, c'est une croix, il en existe plus que, je crois, 2 ou 1 dans le monde entier. Donc cette croix-là, c'est un emblème des Portugais, c'est un signe qui exprime la présence des Portugais quand ils arrivent dans un lieu dans le temps. Donc c'est le premier signe qu'ils implantent pour témoigner de leur présence et puis témoigner de leur toute puissance sur un lieu donné. Donc voilà. Donc c'est un élément historique. Et le maître d'ouvrage a souhaité que ça soit implanté comme ça sur l'esplanade à l'accueil des touristes. Donc nous allons avancer vers le parvis principal pour voir comment l'entrée se présente. Donc là, vraiment, nous sommes en face de l'entrée du fort portugais. Et par cette allée-là, cette allée représente un autre accès à l'entrée principale. Et comme vous pouvez le voir, l'accès est réalisé grâce, disons, à un passerelle. Donc c'est un pont qui a été réalisé sur une autre infrastructure qu'on appelle la douve et qui est également une infrastructure historique. Parce que dans le temps, cette infrastructure-là, ça existait tout autour. Et en réalité, ça dissuadait les captifs de fuir le port portugais. Donc, quelqu'un qui s'aventurait à escalader les murs tombait dans cette trou-là. Et bon, c'est la mort qui s'ensuit. Donc, nous allons aller vers la passerelle qui est réalisée complètement en bois. Et pour la sécurité des usagers à venir, nous avons réalisé des garde-corps en bois pour vraiment leur protection et pour permettre la sécurité d'accès. Donc, voilà. Donc là, c'est vraiment l'entrée principale. Donc ici, c'est le bâtiment d'accès, d'accord? Et on a une porte, disons, à 2 battants qui permet l'accès à l'intérieur. Donc sur la gauche, vous avez le guichet et sur la droite, vous avez tout ce qui est vidéo-surveillance dans la maison. Donc c'est le bâtiment de l'entrée principale. En haut, il y a l'administration. Et en bas, il y a tout ce qu'il faut pour l'accueil des touristes. Et voilà. Donc, ce bâtiment existait déjà. Nous l'avons juste réhabilité et remis à neuf. Voilà. Et quand on passe par l'entrée principale, nous débouchons sur le cœur même du fort portugais. Donc là, nous sommes sur la cour centrale. Et d'ici, nous pouvons déjà observer, disons, plusieurs infrastructures. Donc, déjà devant nous, nous avons le bâtiment du gouverneur qui est un bâtiment colonial, historique. Et dans ce qui est prévu pour le projet, c'est ce bâtiment-là qui va accueillir les 26 œuvres venues de la France. Donc voilà. Donc, de l'autre côté, en face de moi, là, nous avons le bâtiment de la caserne. C'est également un bâtiment vraiment colonial, mais nous l'avons démoli et reconstruit à l'identique. Donc, complètement neuf. Ce bâtiment-là également est dans sa phase de finition avec les travaux de menuiserie et puis de peinture. Le domaine est compartimenté, disons, en 3. Donc là, nous sommes dans la cour centrale.
Sur la droite, nous avons la cour du gouverneur et sur la gauche, nous avons la cour des esclaves. Donc nous allons d'abord aller vers la cour du gouverneur, aller voir les infrastructures qui sont prévues là-bas et puis après évoluer vers la cour des esclaves. Donc comme je l'ai expliqué tantôt là-bas, la plupart des bâtiments sont en cours de finition. Donc ici, nous avons le bâtiment dénommé accueil scolaire. Donc ce bâtiment, c'est un bâtiment réservé aux scolaires, d'accord, comme son nom l'indique. Et voilà, ce sera aménagé. Mais actuellement, nous sommes en phase des travaux de finition, donc peinture, et le bâtiment sera libéré, disons, d'ici la fin de cette semaine. Et là, l'aménagement que vous voyez, c'est ce qui a été prévu pour le jardin du gouverneur dans le temps. Donc c'est un aménagement paysager constitué d'îlots plantés de gazon et d'autres arbres. Également des allées pour permettre, disons, aux touristes de pouvoir circuler et contempler le paysage. Nous avons également des bancs publics qui leur permettent de s'asseoir. Et là, nous sommes, disons, en face de la façade arrière du bâtiment du gouverneur en plein travaux là. Nous allons évoluer vers une autre infrastructure dénommée Snack Bar, et qui est une infrastructure destinée, disons, au rafraîchissement des touristes une fois la visite finie. Donc le bâtiment est juste en face de nous. De même, sur le site se bâtit le Musée international de la mémoire et de l'esclavage MIM. Donc ici, ce bâtiment a 3 compartimentations. Donc il y a le snack bar en lui-même. Nous avons, après le snack bar, une boutique souvenir pour l'achat de petits objets d'art. Également un atelier d'artistes pour toujours pour alimenter en réalité la boutique. Donc voilà un peu. Donc je vous ai parlé au départ, disons, des 2 phases du projet. Et donc la première phase, c'est tout ce que nous voyons là et qui est en pleine finition. Et juste en face de nous, nous avons le déroulement de la 2e phase, qui est en réalité la construction du Musée international de la mémoire de l'esclave. Donc en gros, les travaux sont encore dans leur phase de maçonnerie gros œuvre. Et d'ici là, le coulage de la dalle est planifié. Donc en gros, voilà. Donc là, nous allons évoluer vers la cour des esclaves pour aller voir un peu ce qui se déroule de l'autre côté là. Ici, c'était la cour des esclaves. Et ce bâtiment que vous voyez là, c'est un bâtiment également historique, destiné à rappeler la mémoire des esclaves, les conditions dans lesquelles ils vivaient. Donc il y a toute une scène qui sera montée ici par d'autres entreprises qui vont venir, disons, après nous. Donc voilà. Et il faut préciser que dans les 4 angles du domaine intérieur, de l'emprise intérieure du fort portugais, nous avons des tours comme ça, nous avons des tourelles. Et sur ces tourelles-là, il y a des canons. Donc c'est des tours de garde vraiment du fort portugais pour empêcher, disons, l'arrivée de l'invasion extérieure en réalité. Donc voilà. Donc à part ce côté-là, nous avons, disons, ce côté. Le bâtiment là, c'est le local technique de l'ensemble du fort portugais. Et dedans est installé un transformateur de 250 kVA. Et c'est vraiment la centrale d'énergie du fort portugais. Donc c'est à partir de là que nous alimentons toutes les infrastructures du fort pour son fonctionnement. On peut évoluer. Donc, disons que l'enceinte intérieure du fort portugais, disons, est accessible à partir de 2 entrées. Donc, nous avons l'entrée des touristes et de tous les usagers du fort. Et ici, nous avons une entrée des sapeurs-pompiers en cas de sinistre. Donc, cette porte-là que vous voyez, disons, sur ma gauche, est vraiment destinée, disons, à l'accès des pompiers. Et il faut dire qu'il y a également une infrastructure enterrée qui a été réalisée, la réserve incendie, qui est destinée à l'approvisionnement des véhicules de ces sapeurs-pompiers-là en cas d'incendie, en cas de sinistre.
Donc voilà, nous venons de faire rapidement le tour du fort portugais comme ça. Donc l'extérieur et l'intérieur. On peut sortir voir l'aménagement qui est prévu sur ce côté-là. Nous sommes, disons, en face de l'accès des sapeurs-pompiers. Donc cette entrée n'existait pas, puisque c'est un musée international. Elle a été prévue pour permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir très rapidement en cas de sinistre. Pendant 2 heures d'horloge d'affilée, les pompiers pourront être alimentés en continu pour intervenir et puis éteindre les feux. Donc voilà. Donc là, par exemple, c'est une bouche d'incendie que vous pouvez voir là. Et là, nous sommes en phase de test pour pouvoir fermer les fouilles et boucler le tout. Sur le chantier de l'ancien fort portugais de Ouidah, le temps est aux travaux de finition. Après la présidence, moi j'ai préféré le retour de ces biens directement à leur destination finale. Mais comme vous avez dit Ouidah, je suis d'accord aussi. Parce que Ouidah est aussi une ville historique du Bénin qui peut très bien abriter ses biens pendant une période déterminée. Seulement 3 mois à Ouidah. En ce temps-là, Abomey sera déjà construit. Et tout sera déjà OK pour abriter définitivement ses biens. Si le musée d'Abomey était déjà prêt, les œuvres n'iraient pas à Ouidah. Et il a fallu ça pour que le musée d'Abomey dise non, pour que ça me revienne, que ça aille faire le vrai tour pour défaire les chaînes, les anneaux de la mémoire. Aujourd'hui, si les œuvres sont exposées aujourd'hui au Palais de la République et tout le monde va voir ça là-bas, les œuvres sont mises dans des conditions données. Certains disent, mais pourquoi c'est des œuvres d'Abomey et on n'a pas ramené ça? Non, ce n'est plus les œuvres d'Abomey, c'est les œuvres de tout le Bénin. Et l'effort là que le chef de l'État a fait, il faudrait qu'on le remercie et qu'on l'accompagne. Il ne faudrait pas que les œuvres arrivent ici, rester dans des conditions qui ne sont pas les siennes et elles vont commencer par se gâter après quelques années. Nous attendons toujours que le nécessaire soit fait pour que ça soit ramené, avant que ce ne soit ramené à Abomey. Abomey, la cité historique ne s'agite guère. Cette terre qui, près d'un siècle et demi en arrière, fut le théâtre de sanglants combats dans le cadre de la conquête coloniale française, affiche un calme olympien. Comme le disait l'historienne d'art Bénédicte Savoie, la co-auteure du rapport sur la restitution du patrimoine africain, lors d'un discours prononcé au siège de l'UNESCO à Paris le 1er juin 2018. La présence de l'absence du patrimoine royal se ressent à Abomey. Ce que le Bénin est en train de réaliser est un mouvement qui doit nous obliger à ne pas se réjouir seulement sur le fait qu'on récupère des choses qui sont mortes, qui vont devenir un fardeau pour nous. On doit se reposer et se replier sur notre intelligence. Pour moi, on produit de l'intelligence. Et cet héritage, elle est encore vivace dans notre pays. Et ça s'appelle notre aristocratie. Si nous faisons des guerres, c'est pour acquérir des savoirs des uns et des autres. Et c'est quand vous avez des familles, je vais citer, pour ne citer que l'un d'entre eux, j'ai parlé des Routondis, qui sont des orfèvres, et que nous-mêmes ne faisons pas des commandes. Voulez-vous qu'ils fassent quoi? Ils iront faire autre chose. Donc, notre obligation, c'est que chaque œuvre, on doit déterminer, on doit rappeler que c'est cette aristocratie des artisans et qui doit nous donner une exemplarité. Nous sommes légataires de ce savoir séculaire.
l'art chez nous a une utilité sociale et fonctionnelle. Même si on nous amène des normes, des pratiques, n'allons pas nous enfermer à dire qu'on va garder des choses qui n'auront pas l'expertise chez nous. Quand on parle des danses, des gungus, il y a toute une créativité. Quand vous prenez le guélédé, les masques guélédé, c'est 9 métiers. Quoique, l'artisanat d'art, héritage familial d'anciens serviteurs de la cour, s'y poursuit encore. Cette partie qui manque aux artisans, voilà aujourd'hui la fureur qu'il y a dans nos sociétés africaines. Voilà pourquoi certains franchissent les barbelés de Lampedusa pour suivre la matière première dans l'œuvre ancestrale. Parce qu'ils savent le faire. Ils sentent bien qu'il y a un appel. Ceux-là sont les artisans. Et regardez combien ils sont nombreux. Et regardez comment on les considère. Pas du tout. On dit qu'ils sont informels, ils sont demi-lettrés, ils sont analphabètes. Mais bon Dieu, c'est eux la matière économique, c'est eux la ressource économique. Et quand la preuve, c'est la richesse de ces œuvres ancestrales-là qui sont des œuvres artisanales, après tout. C'est des ouvriers qui vous ont sorti du cerveau ce que nous voyons. C'est des individus, ce n'est pas des machines. Donc vous voyez aujourd'hui comment l'artisan doit être complètement reconsidéré, requalifié, avoir sa place de dual et d'alternance dans tous les systèmes scolaires. Dual parce que l'enfant peut aller moitié à l'école et moitié aux ateliers, ou alors 3 mois à l'école, 3 mois aux ateliers. L'artisan aujourd'hui, il revient. Il revient au cœur du débat. Il reprend sa place. La nature reprend tous ses droits parce que a transformé de façon économique, de façon artisanale, de façon intelligente, le climat ne peine pas. Ça montre déjà un peu toute cette valeur que nos artisans, les artistes avaient. Il y a plus de 160 ans, il paraît, plus de 140 ans, je ne sais pas quoi, mais dire déjà que ces artistes, nos parents d'ailleurs, ils ont cette génie de création, ça montre tout simplement qu'aujourd'hui, les artistes que nous avons, excusez-moi le thème, ils ont encore du chemin. Parce qu'à cette époque-là, ça existait déjà. Donc, comme moi je le dis, ça fait partie du patrimoine, mais aujourd'hui, c'est la nouvelle génération qui va en bénéficier. Depuis ces centaines d'années, nos artisans avaient de la capacité à produire du beau. Et c'est en satisfaction de la magnificence recherchée par nos souverains. Ils avaient déjà, à cette époque, une vue profonde de ce que l'art doit être pour nourrir la satisfaction de l'homme. Et c'est dans tous les domaines. Ça, c'est dans le domaine artistique, mais quand vous prenez dans le domaine politique, un exemple, c'est les 41 lois de Rui Badia. Donc les lois qu'il a édictées pour diriger la communauté ainsi constituée, quand vous les prenez, elles n'ont rien à envier à nos constitutions républicaines d'aujourd'hui. Tous les aspects de la vie individuelle
et communautaires des populations sont touchés par ces lois-là, sont réglés par ces lois-là. Donc c'est dans tous les domaines que nous pourrons être fiers de nos ancêtres. Le gouvernement béninois, dans son programme d'action, a prévu d'ériger ici le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Il y a beaucoup d'autres infrastructures qui ont commencé par voir le jour. Les palais privés que l'agence de réhabilitation Achat a commencé par construire. Beaucoup d'autres palais privés. Vous savez, en dehors du grand palais, il y a les palais privés de chaque roi. Donc, ces palais privés sont tombés en ruine. Et aujourd'hui, on est en train de les rétablir. Et c'est vraiment une joie pour moi. Dans le texte que nous avons proposé dans notre rapport, l'existence des musées privés est reconnue. Et quand ce texte-là sont partis chez les ministres de tutelle, à savoir le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Culture, qui ont fait étudier ça, l'existence des musées privés aujourd'hui a été reconnue et le texte envoyé par le gouvernement et approuvé par l'Assemblée nationale reconnaît ces musées-là. C'est un très, très grand pas de dire que les musées, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État. Les musées, c'est également
ce que nous faisons pour garder ce qui est à nous, pour faire que ce qui est à nous puisse être préservé. Après son étude devant les commissions en charge de la culture et des lois, le projet de loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin a été adopté en plénière à l'unanimité des députés au terme des débats. Il s'agit d'un projet de loi de 164 articles organisé en 20 chapitres inclus dans 8 titres. Ce projet de loi intègre de nouvelles préoccupations et vient ainsi corriger celle de 2007-20 du 23 août 2007 portant protection du patrimoine culturel et du patrimoine naturel à caractère culturel en République du Bénin. L'adoption de cette loi vient non seulement conforter le gouvernement dans son combat pour le retour de ses trésors royaux se trouvant hors du Bénin, mais aussi la garantie de rendre le secteur touristique plus alléchant au Bénin. Je trouve qu'il y a plusieurs choses par rapport aux objets, au patrimoine qui sont au patrimoine africain qui sont dans les musées en Occident, de manière générale. La première chose, c'est qu'il y a la question économique, c'est-à-dire les gens, ils viennent regarder les œuvres qui sont exposées, ils payent. Donc, ça fait rentrer de l'argent dans le trésor public. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le sens qu'ont ces objets pour les populations, on va dire, autochtones, c'est-à-dire les populations qui ont eu à réaliser ces chefs-d'œuvre. Et voilà. Et donc, je pense que ce sens-là, on ne peut pas le qualifier, on ne peut pas l'analyser avec un regard d'économiste, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que ce sens a tel coût. Que chacun s'approprie son patrimoine. Et c'est la meilleure défense, vous comprenez? C'est la meilleure défense, y compris pour la conservation. Lorsque les gens s'intéressent au patrimoine, eh bien, l'argent vient naturellement. Hein? En France, les gens s'intéressent à leur patrimoine, il y a les journées du patrimoine, etc., etc. On n'a pas de difficulté à lever des fonds à partir de là. Et lorsque les gens du monde entier, la France est le pays le plus visité au monde, eh bien, les gens, ils viennent au musée, et puis il y a toute une activité économique qui est générée autour du musée, qui finance le musée, et le musée rapporte énormément, énormément. Le meilleur investissement de l'histoire de l'humanité, c'est la Joconde. François Ier, le roi, il a acheté ce tableau, et depuis ce tableau génère des milliards pour la France. Eh bien, il faut faire la même chose. Il faut que les Béninois s'approprient leur patrimoine, et que du coup, cela crée des richesses, de la fierté, et du développement. Mais je n'aime pas tellement ce mot développement. En tout cas, cela crée de la richesse, mais pas de la richesse seulement matérielle, mais de la richesse aussi spirituelle. Et donc, c'est cette politique que le gouvernement doit mettre en place. C'est pas simplement mettre un objet dans un musée climatisé, c'est mettre un objet dans le cœur des Béninois. Quand on parle du tourisme, c'est un pilier de l'économie. Ce n'est pas, si tu n'as pas d'or, si tu n'as pas de pétrole, si tu n'as pas les mines, et que tu as le tourisme. Et le tourisme nourrit beaucoup de peuples aujourd'hui, beaucoup de pays. Et déjà, l'exemple, aujourd'hui, la visite que nous faisons au Palais de la République, tu verras que si tous ceux-là payaient quelque chose avant d'aller au palais, plus de 200 000 visiteurs sont passés déjà dans ce chose-là. Si tous ceux-là payaient quelque chose, il faut voir ce que ça va rapporter pour le pays et pour la commune d'Abomey. Donc, moi, je suis optimiste. L'économie de la commune d'Abomey va se réveiller et ça apportera beaucoup pour le bonheur et pour le développement de la commune d'Abomey. Aujourd'hui, démarre une économie. Vous allez penser au musée. Le Bénin a 7 grands projets et qui vraiment s'emboîtent parfaitement dans cette arrivée, dans cette grande arrivée. Tous ces projets sont porteurs d'avenir. Nous avons des opportunités énormes. D'abord, je prends le plan éducatif.
Parce que quand je dis d'où venons-nous, c'est là. Ayant perdu des repères, n'ayant plus de symboles, beaucoup se sont égarés. Et voilà que maintenant nous avons la matière, nous avons le contenu, nous avons les preuves vivantes, animées, incarnées de ce que nous pouvons être. Filière de développement touristique, quand vous parlez de tourisme, vous avez un accueil. C'est parce que vous avez un espace d'intérêt que les gens choisissent d'aller chez vous plutôt que chez un autre. Donc, il y a ça, le lieu qui compte, l'endroit. Il y a les personnes, c'est-à-dire ce que j'appellerais le potentiel humain. Au début, donc, nous avons le patrimoine. Vous avez le potentiel humain qui a conscience de ce lieu-là et qui est porteur de son histoire. Donc, vous voyez là où nous allons retrouver la mémoire aujourd'hui de l'histoire, de la vraie histoire. Donc, les ancêtres sont là, ils en sont porteurs. Nous ne faisons que donc continuer, poursuivre l'œuvre, rallonger, renouveler les formes de la Renaissance. Et puis après, nous avons, qu'est-ce que nous en faisons dans les académies coopératives, les académies agro-forestières, même sur les circuits touristiques, parce que nous avons deux routes, la route des esclaves et la route des couvents vaudous. Vous voyez que les deux routes, vous avez les ancêtres qui sont dessus, tout naturellement. Après, nous avons des circuits, donc c'est les 7 grands projets dont on parle souvent, et autant d'opportunités, un éventail, un portefeuille de thèmes touristiques qui s'ouvrent dans ces 7 projets qui sont des circuits. Et donc, quand vous regardez l'opportunité, la terre d'opportunités qui se concrétise, vous vous dites, il y a matière à être joyeux, il y a matière à être heureux, il y a matière à entrer dans la dynamique et être porteur d'un élan, être porteur d'un projet, d'une initiative, de la moindre couture touristique qui existe par chez vous, par un ancêtre, par un grand-père, parce que ceux qui sont venus sont les premiers témoins donc de cette histoire-là. Ce sont des œuvres qui rentrent dans le patrimoine culturel de la République du Bénin. Et j'ai même souligné que les Aboméens devraient être fiers de cela. Le Ditamari qui vient du nord, le Batonou qui vient du nord, le Yoruba de Kétou qui arrive de Kétou. Tous les Béninois sont des propriétaires de ces œuvres-là parce qu'elles sont des œuvres du patrimoine culturel du Bénin. Mais de ce point de vue, tout le monde ira visiter, même les étrangers, ils viendront regarder. Que ces œuvres soient déjà au musée historique qui va être construit à Abomey, ou que ça soit à Ouida, ça ne fera scandale certainement à personne qu'un prince d'Abomey arrive devant le trône du roi Glélé ou le trône du roi Gézo, il s'agenouille. Ça, au moment où les autres vont rester debout et regarder. Ce qui est important, c'est que ce sont des œuvres de la République du Bénin qui reviennent à tous les Béninois. Ce n'est pas Abomey qu'on honore, c'est tout dans notre concorde national, c'est tout le Bénin dans son génie et dans le savoir-faire qui doit être préservé. Donc si nous nous réjouissons trop tôt et nous n'associons pas aussi notre environnement naturel qui est l'Afrique de l'Ouest, parce que nous sommes héritiers, nos racines sont dans les autres pays, nous nous trompons de combat et ça va devenir un fardeau pour nous. C'est le combat que je mène et c'est pour cela que
ce n'est pas que l'État béninois qui est responsable. La puissance publique n'est pas seulement responsable. C'est nous, chaque Béninois. Je dis que derrière cela, nous devons reconstruire un paradis perdu et notre imaginaire. Et je défie les artistes de s'en inspirer. C'est pour cela que le retour fait sens. Aujourd'hui, nous allons dire que nous avons de la valeur. Nous avons le potentiel. On a à vendre, si on veut révéler cela, comme l'a dit le chef de l'État. On a de la valeur. Et cette valeur, elle existe. Et vous voyez, le Béninois, cet ange génie créateur, on a été les premiers à aller chercher nos œuvres. Et depuis, un peu partout en Afrique, les gens commencent aussi à en parler. On a été les premiers, on espère qu'on sera toujours les premiers. Parce qu'il reste encore, et puis le chef de l'État l'a dit, il ne peut pas rentrer au Bénin en oubliant encore qu'il y a les tablettes qui sont encore là-bas, le Goubassa qui se trouve encore là-bas. Il y a du travail, mais ce qui est fait, c'est déjà important. Mais pour nous-mêmes, en tant qu'hommes du patrimoine, comme je le dis, nous avons besoin de montrer ça à la population. Nous avons besoin d'en parler à la nouvelle génération. Peut-être que je l'ai dit, il faut réécrire notre histoire. C'est à nous maintenant de donner de vrais sens à ce patrimoine qui est parti. Nous avons un privilège, nous Béninois. On a ce qu'on appelle le soft power, le pouvoir par la culture. Et cet héritage, nous devrons être fiers parce que notre spiritualité a fécondé le monde contemporain. Toutes ces années où vous avez préparé ce moment, c'est absolument exceptionnel. Et je pense que le Bénin et les équipes concrètes qui ont travaillé à ce sujet-là ont une expérience maintenant et une expertise mondiale sur ces questions. Et comme la restitution sera le sujet du 21e siècle, continuez d'être courageux, continuez d'oser poser d'autres questions aux œuvres d'art, continuez de dire « mais on parle de patrimoine et pourquoi pas de matrimoine ?» Et pourquoi n'allons-nous pas étudier les langues que nous parlons avec ces œuvres-là? Une loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin a édicté désormais que c'est notamment ces 26 objets étaient directement placés, donc intégrés dans le patrimoine national. Parce que vous savez qu'il y a des pays qui ont des difficultés justement à avancer dans la restitution parce que les biens qui reviennent vont où? Vont dans quelle famille? Vont dans quelle communauté? Et il ne s'agit pas, à travers la culture, j'ai l'habitude de dire, la culture sourde et réunie. Souvent, c'est la politique qui divise. Donc là, c'est la culture que nous mettons en avant. Donc il ne s'agit pas de fracturer, de fractionner et de diviser la société béninoise. Il s'agit au contraire d'en faire un moment de refondation, un moment de fierté nationale, et que chacun puisse se retrouver autour de ce patrimoine, que les objets qui y sont autant les objets du fils de Oduduwa que je suis, du Yoruba que je suis, que du fils ou de l'héritier du roi Béanzin ou du roi Guézo ou du roi Clélé. Nous sommes tous des Béninois et ensemble nous sommes fiers du patrimoine qui va refonder la nation, qui va refonder la fierté nationale. C'est maintenant que le vrai combat commence. Il y a eu une remise, une restitution symbolique de quelques objets au pays qui avait été le premier à demander. Maintenant, comment on fait la suite? Et il y a déjà une faune d'Africains dans ce combat-là, tant mieux. 26 biens culturels, tous... C'est en étant fin et diplomate que le Bénin est parvenu à récupérer une partie de son patrimoine retenu dans des collections publiques françaises depuis la fin du 19e siècle. En effet, nous venons, avec le président de la République du Bénin, Patrice Talon, de signer ensemble un acte historique qui était tant et tant attendu, désiré. La signature par les ministres de la Culture de nos deux pays d'un accord de transfert de propriété qui constitue la dernière phase du processus de restitution des 26 œuvres des trésors d'Abomey. Le geste d'aujourd'hui est la possibilité pour
la jeunesse béninoise, la jeunesse africaine, de retrouver des œuvres de son histoire et de son patrimoine, de pouvoir les admirer chez elle. Et je souhaite que ce mouvement se poursuive et que l'universel soit accessible à Cotonou comme à Paris. Merci. Et nous allons continuer ce travail ensemble. Merci, Président. Merci à vous. Bravo. Le fait de leur permettre de retourner chez eux, parmi les leurs, pour notre bien, pour notre tranquillité, pour notre sérénité désormais, combien ces patrimoines seront de toute grâce pour vous, pour la France, puisque vous avez instruit les travaux législatifs pour définir un cadre plus général de restitution. J'ai donc l'assurance que, par ce fait-là, le reste connaîtra le même sort que les 26 œuvres que j'emporte avec moi. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la restitution des trésors royaux du Bénin constitue un mouvement historique pour les générations actuelles et encore plus pour celles à venir. Le retour au bercail de ces objets magnifiant la grandeur du passé des peuples d'ici est en même temps un phare pour l'avenir. Ces œuvres, qui au-delà de leur beauté artistique, constituent pour nous le témoignage de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, notre grandeur. Nous n'avons pas seulement commencé par exister à partir de 1892, non. Chacun, les visitants, sera tout à fait libre d'échanger avec ses œuvres les sentiments profonds qui les animent. Mais dans notre identité commune républicaine, laïque, les œuvres, que ce soit ici ou demain à Ouida ou après-demain au musée de l'épopée des rois et des Amazones d'Abomey, ces musées seront dans des espaces de la République. Et à ce titre, sont dépourvus de toute considération religieuse. Si la spiritualité qu'on peut leur conférer n'est qu'une spiritualité neutre, alors elle est républicaine. Mais c'est une spiritualité particulière, liée à un courant spirituel, alors la République la respecte, mais ne la porterait pas. Et je veux le répéter, chacun pouvant, à son aise, établir le lien qu'il veut avec celle-ci.